Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'envoyer vos nouveaux sujets. Cette semaine, j'ai lu un article particulièrement intéressant sur le site Unheard qui a été rédigé par un chercheur en psychologie du nom de John McGillion. Il développe la théorie suivante. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de considérer le jeu vidéo Call of Duty comme une psyops? Alors là, tu dois te demander, mais le doc, c'est quoi une psyops? Eh bien, il s'agit d'opérations psychologiques qui sont menées par les États-Unis pendant un conflit ou avant l'émergence de ce dernier. Je vais vous lire la définition officielle qui a été théorisée par l'armée américaine. Je cite: le but d'une psyops est de créer dans des groupes étrangers, neutres, amicaux ou hostiles, les émotions, les attitudes ou le comportement souhaité qui soutiennent la réalisation des objectifs nationaux américains. Alors, comme le souligne la définition, les psyops peuvent être menées directement à l'étranger, sur une population d'un pays cible, mais aussi directement chez les Américains eux-mêmes. Par exemple, pour appuyer le sentiment patriotique ou créer de l'hostilité pour un pays déterminé. En somme, il est possible de faire des liens entre les psyops et la guerre psychologique, qui est un moyen d'impacter le moral de l'ennemi afin de maximiser ses chances de victoire. En somme, les idées des opérations psychologiques sont très liées à certaines théories de l'Union soviétique, comme les mesures actives ou bien la subversion idéologique que j'ai déjà abordée sur cette chaîne YouTube. La grande différence avec la subversion idéologique, c'est que là, l'objectif, c'est de détruire l'état cible pour pouvoir prendre le pouvoir. Et les opérations psychologiques, ça se passe à la fois sur le champ de bataille ou à l'extérieur de ce dernier. Depuis 2010, l'armée américaine n'utilise plus le terme de psyops et préfère l'expression MISO. Ce sont des opérations de soutien à l'information militaire. Mais attention, il serait faux de croire que ce sont seulement les États-Unis qui ont utilisé au cours de leur histoire des opérations psychologiques. Et il est possible de citer plusieurs exemples. Tout d'abord, lorsque Darius III, le roi de Perse, a utilisé des éléphants de guerre contre Alexandre le Grand. Imagine, tu es un soldat d'Alexandre le Grand et là d'un coup tu vois un putain de pachyderme foncer vers toi. Forcément, ça va créer un choc psychologique. Malheureusement, ça n'a pas été utile pour Darius III qui a quand même perdu, mais par la suite, Alexandre le Grand a là encore utilisé des éléphants de guerre dans d'autres batailles. Pendant la seconde guerre des Boers, le militaire Robert Baden-Powell, qui a ensuite créé le mouvement Scout, devait protéger un fort qui appartenait aux Britanniques. C'était le fort de Mafeking et le problème c'est qu'il y a eu un début de siège organisé par les Boers. Alors il a décidé, Powell, de faire croire à ces derniers qu'il y avait en réalité beaucoup plus de soldats que prévu à l'intérieur du fort, ce qui était faux parce qu'ils étaient en sous-effectif, mais aussi de leur faire croire qu'il y avait tout autour du fort de fausses mines, enfin des véritables mines, mais en réalité elles n'existaient pas. Et grâce à cette tactique, il a réussi à garder le fort et à empêcher un assaut des Boers à l'intérieur de ce dernier. Il est possible aussi de citer l'opération Mincemeat qui signifie viande hachée et qui a été réalisée en 1943 par les services de contre-espionnage britanniques. Le but c'était de faire croire aux généraux allemands que le débarquement allié n'allait pas avoir lieu en Sicile, mais plutôt dans les Balkans, mais également en Sardaigne. Alors concrètement, comment ils ont fait? Ils ont pris un cadavre, ils l'ont habillé avec une tenue de haut gradé de la Royal Navy, ils l'ont mis à la flotte avec des documents secrets et les Allemands ont gobé la supercherie puisqu'ils ont déplacé des troupes, ce qui a facilité le débarquement en Sicile. Et enfin, pour conclure, je peux parler de l'opération Juste Cause en 1989, lorsque les Américains ont envahi le Panama pour dégager Noriega, mais Noriega, ce petit coquin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se planquer dans une ambassade du Vatican qui se trouvait à Panama City, donc les Américains ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de cette dernière parce que c'est interdit par les conventions internationales, mais ils se sont mis tout autour avec des énormes haut-parleurs et ils ont balancé de la musique rock à toute berzingue pendant
plusieurs jours, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Noriega a pété les plombs, il y a eu des débuts de négociations et il s'est rendu. Donc, comme vous pouvez le constater, ces opérations psychologiques peuvent prendre des formes diverses et variées, à la fois sur le champ de bataille ou à l'extérieur. Ça peut être tromper l'ennemi, lui faire croire certaines informations, impacter son moral ou faire de la propagande. Et justement, c'est ce que pense l'auteur de l'article John McGillion, qui affirme que Call of Duty serait un outil de propagande au service de l'armée américaine. Et il convient de donner les arguments qu'il développe à l'intérieur de l'article. Tout d'abord, John McGillion, il note que Call of Duty est une énorme franchise du jeu vidéo, au même titre par exemple que GTA. La grande force de Call of Duty, c'est qu'il y a plusieurs studios de développement qui travaillent dessus, mais ça appartient à la maison mère Activision Blizzard. Et à l'intérieur de Call of Duty, il y a différentes franchises. On a par exemple Call of Duty sur la Seconde Guerre mondiale, un autre qui s'intitule Black Ops, qui est plutôt axé sur la guerre froide, le Vietnam, etc. et les opérations noires de la CIA. Et enfin, pour terminer, Modern Warfare, qui prend place à notre époque avec des problématiques plus modernes et liées à la géopolitique. La grande force de Call of Duty, c'est qu'il y a quelques années de cela, ils ont décidé de faire des reboots de certaines grandes franchises, comme par exemple Black Ops et Modern Warfare, ce qui fait que désormais, tout se passe dans un seul et même univers. Tous les événements sont liés, ce qui crée une sorte de mythologie de Call of Duty. Et forcément, dans cette mythologie, il y a des héros très charismatiques, Price, Soap, Ghost, Woods, Mason, etc. Des héros qui incarnent un certain nombre de valeurs et qui incarnent surtout des figures particulièrement viriles. Donc Call of Duty est un mastodonte du jeu vidéo, c'est un poids lourd et l'armée américaine serait complètement stupide de ne pas vouloir surfer sur ce produit culturel qui touche tout l'Occident et voire même au-delà. Parce que Call of Duty, c'est un jeu qui est joué sur absolument toute la planète. Il y a des millions de joueurs qui sont connectés chaque jour pour jouer à Call of Duty. Comme le rappelle l'auteur, à juste titre, l'armée américaine a toujours utilisé certaines industries comme outils de propagande. C'était le cadre d'Hollywood pendant plusieurs décennies, notamment pendant la guerre froide, mais l'auteur note que c'est de moins en moins intéressant parce que pour lui, l'industrie du cinéma se casse la gueule et que par contre l'industrie du jeu vidéo est de plus en plus intéressante parce qu'elle pèse de plus en plus lourd. Par exemple, les deux films Top Gun peuvent être considérés comme des psyops parce que ça glorifie l'image de l'armée américaine, l'armée de l'air, et ça permet à des jeunes américains de s'engager par la suite. Donc le cinéma a été longtemps utilisé, mais maintenant le jeu vidéo peut représenter une nouvelle industrie particulièrement intéressante pour l'armée américaine, comme un outil de psyops. Des développeurs de Call of Duty ont plusieurs fois travaillé en collaboration avec des militaires pour que leur jeu soit de plus en plus réaliste et l'armée américaine elle-même a développé il y a quelques années son propre jeu vidéo et sur la page d'accueil du jeu, il était possible de directement se rendre sur le site de l'armée américaine afin de s'engager. De plus, l'armée américaine possède aujourd'hui ses propres équipes d'e-sport qui jouent à des jeux diverses et variées comme Call of Duty, forcément, Fortnite ou bien même PUBG. L'auteur de l'article explique qu'il est également possible de faire des liens entre certaines personnes qui ont travaillé au sein du gouvernement américain ou au sein de certaines agences et qui ont ensuite eu une carrière dans le privé chez Activision Blizzard, la société mère de Call of Duty. Il cite deux personnes par exemple. Il y a d'abord Frances Townsend qui était une conseillère qui a travaillé avec George W. Bush entre 2004 et 2008 et qui a par la suite travaillé pour Activision Blizzard. L'auteur cite également Brian Bulatao qui a été directeur des opérations de la CIA et qui là encore travaille désormais pour Activision Blizzard. Donc on voit qu'il y a des liens très concret entre certaines personnes qui ont eu des postes extrêmement stratégiques dans l'administration américaine et le fait qu'aujourd'hui ils travaillent dans un studio qui met en scène des jeux vidéo où il y a une glorification de l'armée américaine. Alors concrètement, on pourrait se demander quels sont les objectifs de l'armée américaine d'utiliser Call of Duty comme un psyops, comme une opération
psychologique? Eh bien, il y a plusieurs arguments qui sont avancés par l'auteur. Tout d'abord, c'est le fait que le jeune américain qui va jouer à un Call of Duty va se sentir galvanisé par les valeurs patriotiques qui sont omniprésente dans ces jeux vidéo-là. C'est-à-dire qu'il va s'identifier aux personnages charismatiques qui sont eux-mêmes des Américains et peut-être qu'il va avoir pour volonté par la suite de s'engager dans l'armée américaine. Donc, Call of Duty, ça peut être une sorte d'outil de recrutement à grande échelle. Et je serais d'ailleurs assez curieux de savoir combien de jeunes qui ont joué à Call of Duty dans leur jeunesse ont décidé ensuite de s'engager dans l'armée américaine parce qu'ils avaient une image bien spécifique de l'institution de l'armée américaine et qu'ils avaient envie justement de participer à cela, parce qu'ils ont été influencés par Call of Duty. Donc déjà, c'est un moyen de recruter sans cesse de nouveaux soldats, parce que, eh bien, c'est des jeux vidéo à l'image des blockbusters, avec des gros budgets, des grosses scènes d'action, et certains vont fantasmer autour d'une carrière de militaire par le biais de Call of Duty. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les joueurs de Call of Duty souhaitent devenir militaires, mais je refuse de croire que Call of Duty n'a pas joué un rôle dans le choix de certaines personnes d'intégrer l'armée américaine. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure en lisant la définition de la PSYOPS, de l'opération psychologique, ces opérations-là peuvent prendre place à l'étranger. Et dans ce cadre-là, en Europe. C'est-à-dire que les joueurs de Call of Duty européens ne peuvent pas développer une sorte de sentiment patriotique. Mais par contre, dans les jeux Call of Duty, on peut mettre à certains moments des personnages charismatiques qui sont étrangers. Par exemple, le capitaine Price, qui est une figure emblématique de la franchise Call of Duty, est un membre des SAS britanniques. Certaines missions des Call of Duty prennent place aussi à l'étranger. Il y en a une de Modern Warfare 3 qui prend place à Paris et il y a des membres du GIGN. Le but, c'est que l'étranger, qui habite par exemple en Europe, se sentent investis par ce qui se passe dans les jeux vidéo Call of Duty. De ce fait, le but, c'est que le joueur européen se sente proche des valeurs inculquées, entre guillemets, par l'armée américaine et qui se disent, eh bien, j'appartiens au bloc de l'OTAN. Alors, bien sûr, le joueur qui joue à Call of Duty, il va pas directement penser à ça, mais c'est implicite, c'est inoculé dans son esprit et c'est presque inconscient. Parce que le but, c'est que le joueur européen se sente plus proche de l'armée américaine que des ennemis qui sont présentés dans le jeu vidéo et notamment le plus souvent les Russes. Parce que ça aussi, c'est l'autre atout de Call of Duty comme outil de propagande, c'est l'art de désigner l'ennemi. En fonction du jeu vidéo, il va y avoir des ennemis déterminés. Par exemple, si c'est un Call of Duty pendant la Seconde Guerre mondiale, ça va être des Allemands. Si c'est Call of Duty Black Ops, ça va être des Russes ou des Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. Et enfin, si c'est Modern Warfare, ça va être des Russes ou des groupes terroristes. Donc le plus souvent, il faut le dire clairement, on retrouve les Russes. Et d'ailleurs, c'était exactement la même logique pendant la guerre froide, avec les films hollywoodiens des années 80, où c'était systématiquement les Russes qui étaient présentés comme les ennemis ultimes des États-Unis. Car le rêve secret des États-Unis, c'est de provoquer la balkanisation de la Russie, c'est-à-dire un éclatement de la Russie en tout un tas de petits États, parce que ça veut dire qu'elle perdrait toute sa puissance. Donc, en tant que PSYOPS, Call of Duty aurait trois objectifs clairs. Un recrutement de soldats américains perpétuel, la volonté d'unir le bloc de l'OTAN contre des menaces qui sont clairement présentées, l'art de désigner l'ennemi, par exemple la Russie ou certains groupes terroristes. Alors c'est une théorie qui est extrêmement intéressante, mais j'ai eu parfois l'impression que l'auteur de l'article n'avait pas joué au Call of Duty parce qu'il est possible d'émettre certains contre-arguments à l'encontre de cette théorie. Je m'explique. En effet, lorsque l'on se penche concrètement sur les scénarios des Call of Duty, que ce soit les Black Ops ou les Modern Warfare, il est possible de considérer qu'en effet, il y a constamment un ennemi extérieur qui est pointé du doigt, mais très fréquemment, l'ennemi principal, celui qui se cache dans l'ombre depuis le début, est soit un haut gradé de l'armée américaine, soit par exemple un membre très important de la CIA ou des agences de renseignement, c'est-à-dire un individu issu de l'état profond qui va
comploter contre son pays pour que ce dernier rentre en guerre contre un autre pays, par exemple la Russie. Il est par exemple possible de citer le général Shepard dans Call of Duty Modern Warfare 2, le premier du nom, qui est le méchant ultime de l'histoire parce qu'il a comploté pour que son pays rentre en guerre contre la Russie. Et d'ailleurs, Shepard a des liens avec la Shadow Company, qui est une société militaire privée, et on peut faire clairement des liens entre Blackwater, qui a commis un certain nombre d'exactions tout au long de ces différentes opérations, notamment en Afghanistan, et la Shadow Company qui est montrée dans les différents jeux Call of Duty Modern Warfare. Et donc parfois les Call of Duty peuvent être particulièrement critiques envers l'armée américaine, les sociétés militaires privées, et on peut faire des parallèles très clairs avec par exemple l'engagement des États-Unis en Irak en 2003 avec les fameuses armes de destruction massive. Donc clairement les développeurs ne sont pas dupes et le but c'est pas systématiquement de glorifier l'armée américaine. Mais il est possible de retrouver une dichotomie extrêmement intéressante. Il y a quelques années, je me trouvais dans un pub avec mes amis et on a discuté, on a sympathisé avec des ex-soldats américains. Et ces derniers nous expliquaient qu'ils étaient particulièrement lucides par rapport à leur mission. Ils savaient que parfois ils étaient des pions dans une guerre qui était inutile ou contre-productive et que forcément ils étaient très critiques à l'égard à la fois de leur gouvernement ou de leur état-major. Mais malgré tout, pour eux, intégrer l'armée américaine, c'était le meilleur moyen de montrer leur patriotisme. C'était le dévouement le plus suprême. C'est-à-dire que pour eux, intégrer l'armée américaine, c'était avant tout démontrer leur patriotisme. Et au final, peu importe que l'armée fasse des choses condamnables, peu importe que le gouvernement provoque des guerres inutiles, ce qui compte, c'est de montrer qu'on est attaché aux valeurs de l'Amérique. C'était l'idée qu'ils développaient. Et cette dichotomie, on la retrouve de base dans les jeux Call of Duty, puisque la plupart des personnages sont souvent pris dans des conflits qui les dépassent, dans des complots, ils finissent par s'en rendre compte et ils sauvent le monde. Donc en fait, il y a la volonté de l'incarnation du militaire américain comme étant un individu rempli de valeurs, même si ces valeurs peuvent être en contradiction avec l'institution elle-même. Donc en fait, le but, c'est pas tant de glorifier l'armée américaine, mais plutôt le soldat avec ses valeurs. Et c'est pour ça que Call of Duty travaille soigneusement à la représentation de ces personnages. Alors bien sûr, il faut quand même insister sur le fait que, avant tout, la plupart des joueurs s'en foutent complètement. Ils veulent juste jouer, mais quand même, ça peut avoir une influence implicitement, parce que sur des millions et des millions de joueurs, il y en aura bien qui décideront par la suite de s'engager dans l'armée américaine. Il faut aussi souligner que, avant tout, le but d'Activision Blizzard, c'est de faire un maximum de fric. C'est ça le but, c'est ça le nerf de la guerre, c'est de faire de l'argent à travers le jeu vidéo ou à travers les microtransactions. Donc je ne pense pas que la plupart des développeurs qui planchent sur les Call of Duty pensent avant tout à de la propagande au service de l'armée américaine. Ce qu'ils pensent avant tout, c'est à faire de l'argent, et de l'argent en masse. Donc je ne suis pas certain que l'on peut considérer Call of Duty comme un véritable outil de propagande au cœur de la stratégie américaine, même si je crois fondamentalement que l'armée américaine a positionné ses billes à la fois dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, et que ça peut être toujours utile pour eux parce qu'il y aura forcément un retour sur investissement. Mais c'est pas au cœur de leur stratégie, c'est pas à la base. Ils comptent pas sur ça pour faire basculer certains conflits. Enfin, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'étrangers, lorsque l'on a affaire à des œuvres culturelles qui pourraient être éventuellement des outils de propagande? Alors le but, c'est pas de se refuser de regarder Top Gun ou de jouer un Call of Duty, mais c'est de se rendre compte que potentiellement ces œuvres-là peuvent contenir un message et avoir une sorte d'approche critique au regard de l'œuvre. C'est-à-dire que quand tu regardes Top Gun, tu dois avoir dans un coin de la tête l'idée que, avant tout, eh bien, c'est peut-être de la propagande. Donc c'est important de faire attention à cela pour conserver un libre arbitre. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.